mesure où l'insertion dans le marché du travail est loin d'être évidente juste après le bac. Les études, quel que soit l'âge de la personne, constituent un facteur essentiel dans un marché de l'emploi très concurrentiel et de plus en plus globalisé. Faire des études universitaires, c'est s'assurer la sécurité d'un emploi stable à la hauteur de ses attentes et minimiser les risques d'être au chômage, mais aussi entrevoir la possibilité d'obtenir un salaire plus élevé. Le dicton ne dit-il pas qu'un diplôme n'assure pas de trouver un emploi, mais trouver un emploi sans diplôme est un parcours du combattant. Dans notre pays, une mesure empêchant l'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur de tout étudiant âgé de 25 ans a anéanti les espoirs de nombreux jeunes Mauritaniens. La levée cette semaine par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de cette mesure est de nature à faire renaître l'espoir chez une grande frange de la jeunesse. C'est sur la portée de cette mesure et sur les résultats attendus de ces décisions que nous consacrons ce nouveau numéro de votre magazine Zoom Sur. Pour débattre de ce sujet d'actualité, nous recevons sur ce plateau M. Taleb Mohamed El Haj, conseiller technique de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, M. Idoumou Mohamed Remine, professeur à la faculté des lettres de l'UNA. Avant de débattre de notre sujet, je vous propose de suivre ce reportage de Mamadou Gueye. Conscient que l'acquisition du savoir et de la connaissance fait partie intégrante des droits de l'homme, soucieux du devenir de milliers de jeunes d'accéder aux institutions de formation supérieure, et enfin conformément au programme du président de la République pour un enseignement de qualité, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé à l'annulation pure et simple de la limitation de l'âge d'accès aux universités au moins de 24 ans. Et cela n'est que justice pour ceux qui ont consenti d'énormes sacrifices pour accéder à l'enseignement supérieur après avoir obtenu leur baccalauréat, malgré leur âge. Ayant pris cette décision après mûre réflexion, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique réaffirme que l'accès aux instituts d'enseignement supérieur public s'effectuera suivant les textes fixant les critères et objectifs et les paramètres d'orientation des différents établissements. Monsieur, bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Et pour commencer, on se demande qu'est-ce qui a bien motivé la levée de cette mesure. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La mesure de la levée de cette mesure a été inspirée par plusieurs choses. D'abord, elle a été mise en place en janvier 2018 par un arrêté du 13 janvier 2018. Donc, et depuis, le problème s'est posé, un nombre de bacheliers qui dépasse la capacité des structures d'accueil s'est posé en juin-juillet de la même année. Donc, pour résoudre ce problème, il y a eu un comité ministériel. Il a fallu que le comité ministériel se réunisse pour orienter les étudiants dans différents établissements. Et il s'est avéré que les concernés étaient 1 millier, plus précisément 1009 personnes, dont 700 étaient des bacheliers du bac A littéraire et du bac O lettres originelles. 300 étaient la plupart du bac D et quelques éléments sont du bac C et du bac T, bac technique. Donc il a fallu qu'un comité ministériel se réunisse pour orienter ces gens-là vers l'université d'Ayoun
et les établissements d'enseignement professionnel. Donc il a fallu un comité ministériel en 2018. En 2019, il y a eu la même situation. Au lieu de 1009, ils étaient de l'ordre de 700. Et en 2020 aussi, ils étaient 700 et quelques. À chaque année, il y a eu un comité, il a fallu faire recours à un comité ministériel pour résoudre ce problème-là. Donc, une décision, un arrêté qui a été fait, instituant une décision donnée, qui n'a pas pu être appliquée pendant 3 ans par les ministères de tutelle, il fallait sortir de l'impasse. Voilà. Donc, ça, c'est d'une part. Donc, on a pensé, on a décidé de réfléchir sur la question. D'autre part, ça a induit une militarisation un peu de l'enseignement supérieur. Tous les jours, il y a eu des manifestations et les ministères étaient pratiquement ressemblaient plus à une caserne. Il y avait des voitures de police et ça effrayait plus les gens plutôt que de les rassurer. Il fallait en toute urgence penser à une solution pour contourner cette difficulté-là. Donc, voilà. Tant mieux. Et M. Idoumou, puisque vous êtes également professeur à la faculté des lettres, comment cette décision a-t-elle été accueillie d'abord par les victimes de l'ancienne mesure et puis par le personnel d'encadrement administratif et pédagogique? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala nabi al-Karim. Merci. À voir comment les gens ont réagi sur les réseaux sociaux, on peut dire sans se tromper que la mesure a été très bien accueillie et il ne pouvait d'ailleurs pas en être autrement parce que empêcher les gens d'apprendre, d'acquérir le savoir, c'est une mesure qui n'est pas très fréquente dans le monde. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour acquérir le savoir. Et c'était un grand préjudice pour les bacheliers mauritaniens de plus de 25 ans d'être empêchés de s'inscrire dans les établissements d'enseignement supérieur après tous les efforts qu'ils ont fournis, tous les sacrifices qu'ils ont faits. Et je suppose en écoutant le conseiller, que le principal souci du ministère à l'époque, c'était la capacité d'accueil des structures d'enseignement supérieur. En tant qu'éducateur, je pense que empêcher, ou si vous voulez, discriminer ou sélectionner les gens qui ont le droit d'accéder à l'enseignement supérieur par l'âge est la solution la moins juste et je peux dire même est la pire des solutions. Et il y en a d'autres. Par exemple, augmenter la capacité d'accueil des structures d'enseignement supérieur existantes. C'est une question qui doit être stratégique pour le ministère. On peut aussi tout simplement créer de nouvelles structures pour décentraliser et pour donc rendre notre enseignement supérieur plus performant, avec une meilleure qualité. Donc on aurait pu envisager cette solution. Et de toutes les façons, moi je crois que la mesure a été très bien accueillie et je crois qu'il faut saluer le ministère de l'Enseignement supérieur pour l'avoir enfin prise, pour avoir réparé ce préjudice et remercier Madame la ministre Amal Cheikh Abdallahi d'y avoir pensé comme première mesure par laquelle elle marque son passage au ministère. D'accord. Et à partir de quelle date cette mesure peut-elle prendre effet? Elle prendra effet normalement dès les résultats du baccalauréat prochain. Ah, d'accord. Et quelles sont les mesures particulières qui vont être prises pour l'insertion des étudiants âgés
de plus de 24 ans en termes d'infrastructures, d'encadrement et de bourses d'études. Est-ce que le département a un peu pensé à tout ça? Oui, oui. Comment les orienter? Oui, la question. Comment les accueillir d'abord? Les accueillir, oui. Vous savez, je ne veux pas dire que c'était un faux problème, mais l'enseignement supérieur, il y a plusieurs... il y a les facultés, il y a les écoles d'excellence, il y a les facultés de médecine. Il y a certains établissements qui, de par leur cursus, demandent un temps plus long, tels que les facultés de médecine et les facultés de pharmacie. Ces établissements-là, généralement, l'accès est un peu bridé par l'âge, parce que l'étudiant passe beaucoup de temps sur les bancs. Il est autorisé peut-être il fait 7 ans minimum, avec la probabilité de redoubler 1 ou 2 fois. Donc, pour certaines écoles d'excellence, parce que les ratios dans l'enseignement supérieur professionnel, comme d'ailleurs tout enseignement professionnel, c'est des groupes pédagogiques qui ne doivent pas dépasser entre 15 et 20. 15 c'est l'optimum, 20 c'est le maximum. Pourquoi? Parce que si on joue à les mettre à plus de 3 par maquette de travaux pratiques, par poste, le troisième, il y a des études qui ont été faites, le troisième dormira, le deuxième ne fait qu'obéir aux ordres de l'un, le premier, les leaders, et en fin de compte, il y a un seul qui va bénéficier de l'expérience. Donc, on est obligé de limiter, dans la gestion de la qualité, on est obligé de limiter les groupes à des travaux pratiques, par exemple, à une personne maximum 2. Ce qui fait limiter un peu l'accès aux écoles professionnelles d'excellence. Par contre, les facultés, ils ne demandent pas, apprendre ne demande pas plus qu'un papier en stylo. Oui. Si tu prends la faculté des sciences, je ne parle pas de la physique où il y a des travaux pratiques dont le matériel peut être un peu coûteux, plus ou moins, mais les maths pures ne demandent pas plus qu'un papier en stylo. Pourquoi discriminer les gens qui veulent accéder à... Donc, les facultés, ils sont les concernés par ce flux et ils doivent s'y préparer en termes de locaux et en termes de personnel. Je crois qu'une bonne gestion rationnelle des ressources matérielles, c'est-à-dire locaux et humaines, elle viendra à bout de ce problème. Pourquoi? Parce qu'on a 1100 professeurs d'université. Si on prend un ratio de 1 professeur par 30, ça fait 3300 étudiants, alors que l'université ici ne compte pas plus que 16, de l'ordre de 16 à 17 000. Vous voyez qu'on est très loin de la surcharge. Il s'agit plutôt d'une bonne gestion des ressources matérielles en termes de locaux et des ressources humaines. Sur ce sujet, moi je voudrais quand même rappeler, comme l'a dit tout à l'heure le conseiller, que cette population n'est pas très nombreuse. C'était 1 millier en 2018. En 2019, vous avez dit qu'ils étaient seulement 700. Donc c'est une population qui est visiblement en train donc, de se réduire. Et je pense que les structures existantes peuvent, si elles sont accompagnées, si il y a des dispositions de régulation plus ou moins et d'arbitrage, donc en fonction des desiderata des étudiants, mais en fonction aussi de paramètres comme l'employabilité, en fonction de, comme l'a dit le conseiller, en fonction des spécificités de chacune des structures d'enseignement supérieur. Je pense que si on tient compte de tout cela, ce n'est pas difficile de les absorber.
Et je reviens pour dire que la solution, ce n'est certainement pas d'empêcher, même s'ils sont 700, même s'ils sont même moins que ça, ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas de les empêcher de continuer ou de reprendre leurs études s'ils veulent les reprendre. La solution, c'est de trouver des solutions, enfin de trouver le moyen de les absorber, de les faire absorber par les structures d'enseignement supérieur en créant de nouvelles structures ou en augmentant la capacité d'accueil des Est-ce que, autrement dit, on peut considérer que cette mesure ou cet arrêté va marquer le début de la mise en œuvre du plan de développement du secteur de l'enseignement de façon générale? Moi, je répète, je l'ai dit, c'est vrai que les ministères, ils tracent les stratégies. Quand elles sont bonnes, tout le monde est content. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on essaie de porter le chapeau sur les ministères. Oui. Alors qu'il y a toute une chaîne d'exécution qui est responsable. Et il doit s'y mettre. Il doit s'y mettre. Donc, moi, je crois qu'une bonne gestion des locaux, du temps, elle viendra à bout facilement une bonne gestion du temps, oui, du personnel et des locaux peut bien venir à bout de... En plus, il y a plusieurs opportunités. On peut faire par alternance des groupes. On peut faire par certains cours transversaux peuvent être faits à travers les cours à distance. Pourquoi pas? Il faut utiliser l'opportunité des technologies de l'information qu'offrent aujourd'hui les technologies. Cette opportunité, il faut l'exploiter. Les cours qui ne sont pas dans l'ossature d'une profession donnée peuvent être faits en grand groupe, à distance, à la limite à domicile. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait de la volonté. Les ministères, ils font la stratégie, mais les chefs d'établissement doivent s'ingénier pour accompagner les ministères et savoir qu'ils sont tous dans le même bateau et qu'ils doivent toujours tous avoir le souci d'arriver au bon but. Tant mieux. Voilà. Monsieur Idoumou, est-ce que cette mesure va-t-elle encourager l'engouement pour l'acquisition du savoir? Déjà, il l'a dit tout à l'heure, la population concernée manifestait parfois avec beaucoup de véhémence devant les ministères, surtout au moment des orientations. Donc c'est des gens qui veulent apprendre, c'est des gens qui sont intéressés par poursuivre leurs études, c'est des gens qui ont fait des sacrifices et ce sont surtout des jeunes. Et les jeunes, c'est l'avenir de la nation. Et je crois qu'ils méritent qu'on les écoute. Et qu'on les accompagne aussi. Oui, ils méritent qu'on les écoute et qu'on ne les exclue pas. Oui, mais parfois, ils peuvent ne pas comprendre, puisque nous partons du principe que l'administration est une continuité. On les empêchait hier de ne pas se présenter, de ne pas avoir accès aux études universitaires, dépassant les 24 ans. Et voici que le département revient aujourd'hui sur ces décisions. Qu'est-ce qui Moi, je crois que la remise à cause de ces décisions, elle est plus que justifiée. Tant mieux. Tant mieux. Pour plusieurs raisons. Quels sont ces objectifs? D'abord, l'insuffisance, à mon avis, c'est que le temps n'a pas été pris assez pour voir quelles sont d'abord les spécialités qui demandent à réduire les groupes pour cause de longévité du cursus ou pour coût de la formation. La formation professionnelle et les écoles d'excellence est coûteuse. Et comme j'ai dit, si on vise la gestion de la qualité, il faut réduire les groupes pour qu'il y ait de la qualité dans le produit. Et les facultés et les spécialités qui ne demandent pas plus qu'un papier et un stylo. Je crois que la différence n'a pas été faite au départ, dans la première décision, dans la première version de l'arrêté. Je crois que le temps n'a pas été pris assez pour voir un peu
il a été pris dans sa globalité. Et donc, je crois que, d'ailleurs, et en plus, les gens qui sont visés qui étaient visés par cette décision-là, cette discrimination, c'est les gens qui sont issus, quand on fait des statistiques, issus des milieux relativement défavorisés, ou des gens qui viennent des Mahadras. Ils ont pris une dizaine d'années pour apprendre les lettres originelles, le Coran, les hadiths, et après ils ont décidé d'aller à l'université. Vous savez, l'université, c'est une... Donc, d'où la nécessité... Aller à l'université, c'est d'où la nécessité d'augmenter les capacités d'accueil. Oui. Oui, de bien gérer l'existant d'abord, mais de l'augmenter. Et s'ils n'arrivent pas à résorber le tout, de l'augmenter aux besoins. Et, je finis par dire qu'apprendre dans le supérieur, c'est une émancipation. Et donc, on ne doit pas interdire à quelqu'un son droit de s'émanciper. Il faut être très ouvert. Parlons franchement. L'arrêté du 13 janvier 2018 était contraire à la tendance universelle. Oui. Vous savez, au Canada, par exemple, il y a une université qui s'appelle l'université du troisième âge, et qui est donc rattachée à Sherbrooke. C'est une université qui accueille les gens à l'âge de 50 ans, 60 ans, parfois même à 90 ans. Ces gens ont le droit de reprendre leurs études s'ils les ont interrompues pour une raison ou pour une autre. Et ils ont le droit d'obtenir des diplômes, ils ont le droit de s'épanouir intellectuellement. Donc, il est aussi contraire aux engagements du président de la République, qui a donc, si vous voulez, parmi ces engagements, il y a l'augmentation des capacités d'accueil des structures d'enseignement universitaire, surtout de l'université de Nouakchott Al-Asriya. Il y a aussi la création de nouvelles structures. Et donc, si ces engagements sont tenus, nous allons peut-être un jour arriver à manquer, entre guillemets, peut-être d'étudiants pour donc, si vous voulez, faire fonctionner nos universités. Je crois qu'il n'est pas, si vous voulez, sage de continuer à appliquer une mesure qui est injuste, qui porte préjudice à une partie de notre population, de notre jeunesse, et qui ensuite est contraire à la tendance internationale et contraire aux engagements du président de la République. Oui. J'ajoute que l'Association internationale des universités elle recommande que l'enseignement supérieur soit démocratisé, ouvert à tout le monde. Et puisque Idoumou parlait tout à l'heure des engagements du président de la République, particulièrement le PROPEP, Taoudati, est-ce qu'on peut avoir une idée des principaux axes du programme pour le département, pour l'enseignement supérieur particulièrement? L'axe principal, c'est de renforcer la qualité de l'existant et en plus augmenter la capacité d'accueil pour que le maximum de jeunes Mauritaniens puissent accéder, puissent s'émanciper. J'aimerais dire plutôt plus s'émanciper, plus accéder à l'enseignement supérieur. L'autre jour, j'ai lisé dans quelqu'un de 97 ans, il soutient son doctorat. À 97 ans, il a encore le courage et la volonté de... Puisqu'il s'agit d'une émancipation, ce n'est pas pour gagner plus, mais c'est pour s'émanciper. C'est ce qui peut-être lui rester pour s'émanciper davantage. Et puisque cette mesure donc, a été prise, il faut penser, je pense, aux critères d'orientation des nouveaux venus dans le secteur. Il faut savoir, il faut noter que certains établissements ne mettent pas des critères d'âge. Ceux qui mettent les critères d'âge, généralement, ce sont ceux qui, j'ai dit, dont le coût de la formation... Je parle des critères d'orientation. D'accord, allez-y. Ça rentre dans les critères. D'accord. Donc, pour certains, il n'y a pas de critères. Dès que tu as le baccalauréat, tu as droit à être orienté. Mais il y a des établissements qui, dans le logiciel d'orientation, il y a un logiciel d'orientation dans lequel on met le choix, on met la moyenne et on met la capacité d'accueil de l'établissement. Donc, le logiciel scrute le premier choix, il voit la moyenne,
le premier, le deuxième, et il tient compte du nombre de places et du premier choix. Quand il aura choisi tous ceux qui ont mis le premier choix, il passe au deuxième. Et dès que le nombre de places qui a été suggéré ou recommandé par le conseil pédagogique de la structure, il s'arrête. Donc, il y a des établissements tels que les facultés qui ne mettent pas de critères d'âge. Il y a d'autres, les écoles d'excellence et les facultés de médecine, mettent des critères d'âge et des critères de moyenne pour discriminer un peu les gens. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a certains établissements dont les critères vont rester, mais il y a d'autres qui n'ont pas à l'origine demandé des critères d'âge. Il ne faut pas leur en imposer. J'ai lu dans le communiqué annonçant donc la prise de la levée de cette mesure préjudiciable à une partie de notre jeunesse, que l'accès aux établissements d'enseignement supérieur va continuer à suivre les critères et les paramètres de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire réglementaire de l'enseignement supérieur. Donc je ne pense pas que ce à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire en désordre ou quelque chose comme ça, je ne pense pas que cela va avoir lieu. Je pense pas. D'accord. Mais nous le savons, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique exige des moyens, exige des incitations pour encourager les gens à aller vers la recherche. Est-ce que le secteur privé a été mis à profit pour s'associer au département? J'en viens, justement, très bien, c'est la bonne question. Je l'espère. Ce qui justement manque, j'ai fait tout de suite allusion aux chefs d'établissement qui doivent un peu mettre de leur sien, du leur, du moins. Je crois que les chefs d'établissement ont la responsabilité d'approcher les opérateurs économiques nationaux pour voir d'abord les besoins en termes d'emploi, les perspectives d'employabilité, d'emploi de ces jeunes-là. Ça, c'est d'une part. Et peut-être avoir des sponsorings, pourquoi pas. Hein? Donc, et la recherche scientifique, justement, en coordination avec les tissus économiques nationaux, les opérateurs, peut bien être financée. Il y a des pays où les privés financent certains établissements de recherche. Et en Mauritanie, depuis l'année dernière, on a commencé à créer une structure de recherche autonome et on lui a donné les moyens. Donc, on n'attend plus que les résultats. Mais les résultats ne viennent pas d'un instant à l'autre. Il faut un peu de temps. C'est un travail de longue haleine. Voilà, c'est un travail de moyen terme et de long terme. Donc, l'État a mis les moyens dans la recherche professionnelle. Il a créé une structure de recherche autonome auquel il a donné les moyens. Il faut attendre dans 3 ans, 4 ans pour voir quel est son impact sur l'économie nationale. Parce que la recherche, elle est faite pour servir l'économie. Ce n'est pas pour le plaisir. Oui, je crois que la recherche est très importante. Et je souhaite, en tant que professeur, je souhaite que parmi les mesures que cette levée donc, de la mesure de 2018 annonce ou laisse présager qu'il y en ait qui bénéficient à la recherche scientifique, qu'il y en a qui bénéficient aux professeurs, l'amélioration des conditions des professeurs, l'amélioration également de la qualité de l'enseignement. Et ça, c'est très important. Le monde aujourd'hui est engagé dans une politique ce qu'on appelle une politique d'assurance qualité. Et je crois que notre système éducatif en général et l'enseignement supérieur en particulier a besoin donc d'emboîter le pas aux autres
aux autres systèmes du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessité de créer des instituts pour les métiers d'avenir, pour l'enseignement supérieur particulièrement? Vous avez l'ISET, mais est-ce qu'il n'y a pas... Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que les chefs d'établissement, j'ai dit tantôt que les chefs d'établissement doivent être assurés une veille. Oui, mais ça, c'est pour le secteur privé, je comprends bien. Mais pour le département, est-ce que vous ne planchez pas sur une stratégie qui est de nature un peu à créer ces... J'en viens. L'État forme pour les besoins de l'économie. Et l'économie, elle est tractée par généralement le privé. Le privé. Voilà. Le privé, et non pas le public. Le public, il planifie, il fait des stratégies, mais c'est le privé qui tire l'économie. Donc, je crois que les chefs d'établissement, en coordination avec les opérateurs économiques, peuvent prospecter des métiers d'avenir et dès à présent prendre l'initiative de former, de créer des... Ça aide à la résorption, à résorber les jeunes, et ça sert l'économie à moyen terme aussi. Oui, mais est-ce que l'initiative a été prise? Si, on les a associés? Il y a un institut. Est-ce qu'il y a des forums, il y a des ateliers? Il y a un institut qui a été créé l'année dernière, des énergies nouvelles, en perspective de l'exploitation du pétrole. Chaque fois qu'il y a, il y a la polytechnique sur laquelle on a greffé plusieurs spécialités d'avenir, dont l'éthique, les énergies renouvelables, donc chaque fois qu'il y a un secteur, c'est le rôle, j'allais dire, c'est le rôle des universités, des écoles qui doivent aller en avance par rapport et prospecter, faire de la prospection plutôt que de rester figé. L'université doit être, à mon avis, à mon sens, doit être évolutive. Elle doit accompagner un peu l'évolution. Et prendre des initiatives. Et prendre des initiatives. Il y a certaines spécialités, quand elles sont saturées, on peut les... Oui. Ça ne sert à rien de saturer le marché et en créer d'autres. Mais il faut assurer une veille et approcher les opérateurs économiques pour savoir le bon grain de livrer. Est-ce que vous les approchez en réalité? Vous savez, l'université, elle est un peu autonome. On voudrait que la loi, elle est figée, la loi de 2010, et à mon sens, elle ne doit pas l'être, elle doit être évolutive, laisser la place à les évolutions. Maintenant, quand tu demandes à un chef d'établissement, il te dit, la loi 2010 me dit que je suis autonome, que le ministère ne doit pas s'ingérer dans mes affaires. Mais les ministères, quand il s'agit de bonnes choses, on est tous contents, mais quand il s'agit d'un freinage ou c'est le ministère qui ne m'a pas dit. On commence à tirer à boulet rouge sur le... Voilà. Ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut qu'ils prennent, ils assurent une part de responsabilité. Voilà. Et les succès et les échecs. D'accord. Le ministère fait les stratégies. Quand une stratégie n'est pas bonne, il est prêt à la revoir. Mais l'exécution, c'est les chefs d'établissement, c'est l'université, et ils doivent assumer leurs responsabilités. Voilà. En complément de la réponse à votre question sur les créations de nouvelles structures d'enseignement supérieur, si j'ai bonne mémoire, le programme du président de la République, Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, comporte la création je crois, d'une école, d'une haute école de commerce, la création de quelques instituts, un institut de nouvelles technologies, un institut de marketing, un institut de management, etc. Il y a aussi l'idée de créer une faculté des sciences de l'éducation. Il y a le projet d'université de Tijikja qui existe déjà et qui est dont le gouvernement vient de confirmer la poursuite, etc. Il y a d'autres, si vous voulez, possibilités de créer de nouvelles structures d'enseignement supérieur et je pense que Madame la ministre Amal Mtsidou El Cheikh Abdallahi va
voilà. Est-ce que le département a les moyens de ses ambitions, puisqu'on parle de la création, on parle de projets, et cela sous-entend particulièrement avec vos partenaires techniques, vos partenaires financiers? Moi, je crois que il faut commencer par rationaliser l'existant et motiver tout le monde à aller jusqu'à ses capacités, aussi bien humaines que matérielles. Et l'État ne cherche pas plus que mettre à l'aise sa jeunesse. Le chef de l'État, son souci, le plus grand souci, c'est l'employabilité des jeunes, c'est donner à chaque jeune un emploi. Et pour cela, il faut qu'il soit à la base formé, une bonne formation. D'une bonne formation. Donc, je crois que les bailleurs de fonds, sont disponibles. Ils sont tout le temps disponibles. Il faut avancer quelque chose de bancable. Et ils ne sont pas bêtes. Il faut aussi qu'ils voient. Donc, avancer les stratégies. Voilà. Il faut bien qu'ils voient aussi que les universités, les chefs d'établissement ont fourni le maximum pour rationaliser, optimiser. Voilà, ils sont arrivés à leur capacité d'amélioration. Venir avec des requêtes, venir avec d'ingéniosité, d'ingéniosité et d'amélioration. Est-ce que c'est le cas, Idomou? Est-ce que c'est le cas un peu? Est-ce que les universitaires que vous êtes essayent, avec bien sûr l'encadrement du département de tutelle, d'aller vers Cette question est à poser plutôt au président de l'université, au directeur des établissements, des instituts, etc. Mais je suppose que je sais en tout cas qu'à l'université de Nouakchott Al-Asriya, il y a déjà un travail pour améliorer la qualité des enseignements, pour améliorer la qualité du cadre universitaire, et que dans ce sens, nous travaillons avec l'agence nationale, l'agence mauritanienne d'assurance qualité. Je sais que au niveau du corps professoral, mes collègues professeurs font de leur mieux, et donc s'il y a un appui, s'il y a les moyens, notre enseignement supérieur ira de l'avant. Moi, je crois, moi, je crois que les professeurs peuvent encore faire davantage d'efforts. Je connais des établissements d'enseignement supérieur qui sont devenus autonomes, qui s'autofinancent par l'effort de leurs enseignants et la qualité de leur formation, de leurs produits. Il y a des sponsors qui viennent, et j'en connais, des grandes entreprises, qui viennent commander des produits. Je prends les 4 premiers, les 5, dans telle spécialité, dans telle spécialité. C'est vrai que c'est des formations professionnelles dans lesquelles on a mis les moyens, mais le résultat est là. Il y a certaines grandes entreprises qui viennent sponsoriser certaines spécialités. Et pourquoi pas ne pas arriver à ce stade de gestion de qualité? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité d'opérationnaliser? Et l'acteur principal, c'est les professeurs. D'accord. S'il a un bon savoir, il a confiance en lui, il sait qu'il a quelque chose à vendre. Et les étudiants, c'est des apprenants, c'est des exécutants. Et les entreprises ne cherchent que de la qualité. Et pour assurer une continuité, certaines sont prêtes à sponsoriser. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui nécessité d'opérationnaliser le Conseil supérieur de la recherche et de l'innovation qui figure déjà au sein du programme? Je crois qu'il a été créé. Il a été créé cette année même, en 2020. Est opérationnel? Il est opérationnel. Je crois qu'il a été créé en 2020. C'est très tôt pour faire un jugement. Est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il ne travaille pas? Je crois que c'est très tôt. Il faut lui donner... La recherche, ça commence par des idées, des expériences, et après
des résultats, des expériences qui peuvent prendre un peu du temps. Oui, mais avant les résultats, il faut déjà Il est créé déjà. un travail. Il est créé déjà. C'est l'agence de recherche qui est autonome, dont j'ai parlé tantôt. Et elle a les moyens. Il faut lui donner un peu du temps pour savoir. Je crois que. Je suppose qu'il a déjà pris contact avec, dans certains domaines, des opérateurs économiques. Voilà, des domaines particuliers. Voilà, pour un peu guider un peu son activité. Sur ce point particulièrement, oui. Sur ce point, je crois que je ne peux pas dire plus que les réponses de Monsieur le conseiller. Je sais que l'agence existe, l'Agence nationale de recherche scientifique et de l'innovation. C'est qu'elle vient d'organiser d'ailleurs il n'y a pas longtemps il y a 3 jours. Voilà, un séminaire. Et donc, sur ce plan-là, je crois que du travail est en train. C'est la meilleure approche pour aller Oui, la recherche scientifique est très importante. Elle est très importante pour le développement, pour l'enseignement, mais aussi pour le développement du pays. De l'économie du pays. Pour le développement du pays. Et je pense qu'en Mauritanie, nous avons des ressources qui sont inexploitées. Nous avons de grands professeurs, nous avons de grands chercheurs, nous avons des domaines qui sont encore inexplorés et qui peuvent, s'ils sont s'ils le sont, c'est-à-dire s'ils sont explorés, qui peuvent donc promouvoir. Vous pouvez en donner à titre d'exemple? Par exemple, je donnerai en particulier ce qui tient plus de notre spécificité. Nous sommes un pays dont la richesse culturelle et patrimoniale est fabuleuse. Et c'est un domaine qui reste presque vierge aujourd'hui. Si nous arrivons à développer la recherche scientifique dans ce domaine-là, si nous arrivons à faire valoir tout le potentiel dont nous disposons, toute la richesse qui est la nôtre dans ce domaine, je pense que notre pays peut en tirer un grand profit. Oui, moi je crois que les Mauritaniens sont très intelligents. La preuve en est que, au moins dans ma génération, tout ce que j'ai trouvé en dehors de la Mauritanie, ils étaient des excellents. Et c'est dommage que quand ils reviennent en Mauritanie, je crois qu'ils laissent s'effriter tout ce savoir et ce savoir-faire. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et carrément, ils ont tendance à laisser le savoir de côté. Et pourquoi? Mais pourquoi? Parce que je peux vous dire, sur ma responsabilité. Parce que les meilleurs, qu'ils soient meilleurs, n'importe où, quand ils viennent en Mauritanie, ce ne sont pas les meilleurs qui sont les mieux salariés, ni les mieux récompensés. Donc d'où l'utilité de mettre les personnes qu'il faut à la place. Ça décourage. J'en connais plusieurs. C'est en question de choix. J'en connais qui ont fait les grandes écoles européennes, maghrébines, et quand ils reviennent en Mauritanie, ils ont tendance à mettre de côté des valises de tout ce qu'ils ont fait. C'est dommage. Je vais vous dire, moi-même, mon premier emploi, quand je suis venu à la Sonelec, je suis génie de l'instrumentation, plutôt l'électronique. Ils me disent, monsieur, ça, on n'a pas là où vous employez. Alors, mais il faut combattre ces mentalités. Il faut Donc, je suis sûr que les Mauritaniens sont très intelligents. Cette université-là, elle regorge de compétences. Mais il faut trouver les moyens de viabiliser ces savoirs et ce savoir-faire-là, et de les mettre au profit de notre pays. Je crois que le meilleur moyen, c'est, comme vous l'avez dit tout de suite, c'est de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il n'y a pas plus mauvais que la frustration. Quand tu vois ton collègue, quelqu'un que tu connais, qui n'a pas les compétences qu'il faut, qui avait des difficultés à s'accrocher, et en revenant en Mauritanie, on oublie, il essaie de faire oublier tout cela, et ça décourage justement. La plupart de ces compétences-là, quelquefois, reviennent à l'étranger pour
J'en connais en France, par exemple, même en 5e, 6e année, il y a des entreprises qui prennent en charge l'étudiant sur un projet qu'ils ont proposé, parce que ça résout un problème, et ils sont prêts à le prendre en charge pendant les études, et l'embaucher quand il aura terminé. Des gens qui trouvent des opportunités comme ça, c'est sûr qu'ils ont tendance à... Ils n'ont pas trouvé les mêmes opportunités chez eux, donc il va falloir consentir des sacrifices, aller à l'étranger. Voilà. Et je crois, c'est ce qui a fait, jusqu'à 2019, c'est ce qui a fait défaut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et on suppose, et on espère, et on est sûr d'ailleurs, qu'avec l'actuel président, Ahmed Cheikh Al-Ghazouani, je crois que la justice, s'il y a quelque chose qui peut être réparti équitablement, c'est la justice, à mon avis. Tant mieux. Et puisque l'émission touche un peu à sa fin, si vous pouvez, chacun en une minute, donner un dernier mot. Oui. Allez-y, monsieur le conseiller. Allez-y, moi, je voudrais terminer en félicitant les étudiants, les jeunes Mauritaniens de plus de 25 ans pour cette mesure qui les rétablit dans leurs droits. Je les invite à en profiter et je souhaite que d'autres mesures soient prises dans le sens d'améliorer notre système d'enseignement supérieur, des mesures qui concernent le cadre institutionnel, qui concernent l'amélioration des conditions de travail, les conditions matérielles et morales des professeurs, voilà, également des mesures en faveur des étudiants, parce que ils ont encore des revendications qui ne sont pas satisfaites. D'accord. Monsieur Talib, moi je crois qu'un moyen serait que chacun de nous, enseignants et dirigeants, mette le maximum, le meilleur de lui-même pour faire avancer ce pays-là. Il n'y a pas des gens qui vont venir construire ce pays-là, à part nous. Et je sais qu'on a les moyens. Que cette université-là, elle regorge de compétences si chacun met volontairement sa compétence au service de son pays. Par exemple, tout de suite, dans quelques jours, il y aura l'hivernage. Et on n'a pas encore, on est à la saison de moisson, du riz. Pourquoi les agriculteurs ne penchent pas sur modifier génétiquement un riz qui mûrit plus rapidement? Si demain il y aura la pluie à Rosso, 2 pluies ou 3, il y a 40% ou 50% du riz qui sera endommagé. Oui, bien sûr. Pourquoi on ne pense pas à améliorer génétiquement, par exemple, ce riz-là, pour l'adapter à notre saison sèche, pour que la seconde saison le riz mûrit avant le mois de juillet, pour ne pas avoir ce problème-là. Pourquoi en élevage, on attend que nous amène des souches de la Hollande ou pour incinérer les... Pourquoi on ne pense pas à améliorer nous-mêmes notre... Donc je crois qu'il y a les compétences dans cette université-là et ces professeurs-là et ces ingénieurs. Je crois qu'il ne nous manque que la volonté. Et à la base, pour que chacun soit motivé, je crois qu'il faut qu'il y ait une justice. Voilà. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est le meilleur moyen de motiver. Tant mieux. Voilà. Ce numéro de votre émission Zoom Sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Talib Mohamed El Haj, conseiller technique de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Idoumou Mohamed Lemine, professeur à la faculté des lettres de l'UNA, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction
pour la réalisation de cette émission, particulièrement Rabia Deida, Mamadou Gueye, Madani Dramé, Fal Sletah, Saïd Louissi et le réalisateur Ahmed Salm Oulboubout et tous les caméramans et techniciens ici présents. Excellent moment avec la suite des programmes d'El Mauritania. Bonsoir à tous et à toutes et très vivement pour un nouveau numéro de Zoom Sur. شوارع مزدحمة بالسيارات يتولى القيادة فيها سائقون من مختلف الأعمار والفئات يمتلكون قدرات ومهارات متفاوتة في مجال قيادة السيارات، لكنهم يكادون يجمعون على شيء واحد، هو العجلة التي تفضي بصاحبها في كثير من الأحيان إلى عدم احترام قواعد المرور المؤدي إلى إغلاق الطريق. أسبابه اللي الشوفيرات اللي قلت احترام السير، نختاروا مادة تنظم وديروا لنا هذا قوم أمن الطرق.